Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique post-apocalyptique. La France, honte mondiale des abris anti-atomiques. Où se réfugier en cas d'attaque nucléaire? Les commandes d'abris anti-atomiques en forte hausse en France. Menace nucléaire. En Suisse, chaque citoyen a sa place dans un abri anti-atomique. Pastille d'iode, abri anti-atomique. La France est-elle prête en cas de crise nucléaire majeure? Abri anti-bombe en France, quelles sont les capacités de protection de la population? Toutes ces questions n'en sont en fait pas. Même si ça s'est un peu calmé dernièrement, ce sont quelques-uns des très nombreux titres d'articles qui ont pu fleurir depuis quelques temps un peu partout sur internet, faisant suite à la guerre en Ukraine et aux diverses déclarations de Vladimir Poutine. On s'est bouffé de la pandémie, de l'attaque nucléaire et il ne fallut pas longtemps avant qu'on se bouffe de l'abri anti-atomique à toutes les sauces. Cela étant, ce n'est pas spécialement étonnant, il faut croire que quelque part, des femmes et des hommes se sont dit que l'ambiance n'était pas encore assez anxiogène. On va prendre un peu de recul et analyser tout ce merdier. Générique. Je m'étais juré de ne pas faire de vidéo sur ce qui se passe en ce moment en Europe, et pour des raisons évidentes, je ne suis ni youtubeur politique, ni youtubeur actualité. Je suis youtubeur post-apocalyptique, un bien grand mot pour dire que je fais des vidéos pour partager sur un thème que j'apprécie, le post-apo, mais passons. Est-ce que je suis légitime pour en parler? Je pense que je le suis tout autant qu'un autre à condition de rester dans son domaine de compétences. Est-ce que les journalistes et autres spécialistes le sont? Je suis dubitatif. Tout dépend de qui on parle vraiment. Alors pourquoi cette vidéo en fin de compte? Parce que je pense qu'il est grand temps de leur mettre leur nez dans leur caca. Il faut vraiment arrêter avec l'apocalypse qui peut arriver prochainement. Il faut arrêter avec les articles au titre bien aguicheurs qui n'ont qu'un seul but, entretenir la peur plus que d'informer réellement sur ce qui se passe en ce moment et comment on pourrait s'en sortir intelligemment, si tant est qu'un événement se déroule vraiment. Aujourd'hui, on va parler abri anti-atomique, il n'y en a pas en France, on va tous mourir. Abonnez-vous, likez la vidéo, l'ordre, le chaos, tout ça, bisous, ciao. J'ai déjà pas mal parlé d'abris anti-atomiques et de bunkers sur cette chaîne, et même si les premières vidéos vous feront pleurer des larmes de sang tellement la qualité et le son sont déplorables, la plupart des conneries que je raconte ne sont pas dénuées d'intérêt. J'y parle des différentes fins du monde, du nombre d'abris en France et dans le monde, que faire en cas d'explosion nucléaire, l'iode, l'eau, la nourriture et j'en passe. J'aborde également des sujets un peu plus larges, du type pourquoi, d'où viendrait la menace, faut-il vraiment avoir peur, etc. Je vous mets tous les liens dans la description, vous irez vous flinguer les yeux et les oreilles à ma santé. Histoire de rentrer dans le vif du sujet, je commencerai par une citation. La guerre en Ukraine et plus globalement le climat anxiogène de ces derniers mois est en train de faire naître en France un marché qu'on croyait réservé à d'autres pays, celui des abris anti-atomiques. Cette phrase, si elle n'avait pas été le titre d'un article pondu pour susciter le buzz telle une prostituée asthmatique en bout de course atteinte de Parkinson, aurait pu avoir du sens. Ça a été écrit le 11 mars dernier par et pour BFM TV. Ce climat anxiogène, c'est eux et bien d'autres qui le créent et l'entretiennent bien volontiers. Mais je suis beau joueur et vu qu'il faut sans cesse répéter les choses pour que les gens comprennent, on va tout reprendre. Tout. Et ne vous inquiétez pas pour le petit BFM et ses petits copains, on s'occupera de leur cas un peu plus tard. La question peut paraître stupide, mais un abri c'est quoi? D'après le gros Robert et la petite rousse, un abri c'est un endroit où l'on est protégé par exemple du mauvais temps ou d'un danger. Il peut s'agir d'une construction ou d'une installation destinée à cet usage. En d'autres termes, il y a bien une notion de danger ou tout du moins d'événements imprévisibles. L'homme est un petit être fragile et à peine a-t-il parcouru quelques mètres pour aller chasser le dîner que déjà il éprouve le besoin de trouver des endroits où il peut se sentir en sécurité. Si par le passé une simple grotte suffisait à son bonheur, ses besoins dans ce domaine ont particulièrement évolué à mesure qu'il trouvait de nouvelles méthodes pour s'anéantir lui-même. Le degré de protection de l'abri est le plus souvent inversement proportionnel aux richesses de son possesseur. Si à l'époque il fallait jouer de la massue pour avoir une bonne place dans la grotte, de nos jours il faut un compte en banque plutôt bien garni pour espérer avoir un abri qui vous protégera de toutes les catastrophes possibles et imaginables. Un compte en banque bien fourni ou une folie passagère qui vous laissera sur la paille avec des dettes sur 34 générations et demie. Il est possible d'avoir une protection sans pour autant y laisser les 3/4 de ses organes vitaux. Le sous-sol de votre maison, une cave, un parking souterrain, un endroit dédié dans votre logement pour peu que vous ayez pris la peine de faire quelques aménagements, les exemples ne manquent pas. Le seul endroit où vous serez véritablement en sécurité finalement sera celui que vous aurez choisi et dans lequel vous aurez réfléchi à quoi faire en cas de pépin ou pire en cas de noyau. Mais de quoi auriez-vous tant besoin de vous protéger? Elle est là la véritable question. Et plus qu'une réponse qu'il va falloir donner, c'est une réflexion qu'il va falloir
savoir-faire. Faites vos jeux, monsieur, dame, tout doit disparaître. Effondrement de la civilisation, extinction de l'humanité, chute d'un astéroïde, éruption volcanique, tremblement de terre, glaciation générale, explosion d'une supernova, sursaut gamma, fanatisme, surpopulation, surexploitation des ressources, guerre mondiale, annihilation nucléaire, pandémie d'origine artificielle, accidentelle, criminelle ou naturelle, invasion extraterrestre, remplacement de l'humanité par l'intelligence artificielle, retour du disco, orage magnétique, inversion du champ magnétique terrestre, crash mondial, refroidissement du noyau terrestre, télé-réalité, risque climatique, collision entre la Voie lactée et Andromède, fin de l'univers, catastrophe technologique, la liste est bien entendu non exhaustive. Vous pensez vraiment qu'un abri vous protégera de tout, ou tout du moins d'une majorité? Il y a fort à parier que non. Pourtant, la situation n'est pas aussi désespérante qu'elle en a l'air. Pour la plupart, on sera déjà plus là pour constater les dégâts, et pour d'autres, un peu de réflexion et quelques connaissances de base pourraient bien vous sauver les miches. Déjà, il faudrait commencer par arrêter de chouiner ou d'avoir peur au moindre flash info ou à la moindre rumeur qui pourrait circuler. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous pourrez entendre et ou lire ici et là, même si ce n'est pas spécialement flagrant. Avec tout ce qui a failli nous tomber dessus, vous pensez bien que les différents gouvernements sont censés avoir des plans en cas d'urgence. Vous êtes sérieux? Oui, je sais, moi aussi j'ai toussé au moment d'écrire cette partie. Mais c'est un fait, il existe réellement des dispositifs conçus suivant les différentes situations d'urgence. Typiquement, le plan Orsec qui permet une mise en œuvre rapide et efficace de tous les moyens nécessaires sous l'autorité du préfet. Mais libre à vous de votre côté de vous préparer si ça peut vous rassurer. Qui parmi vous est formé au geste de premier secours? Qui est capable d'aller d'un point A à un point B en pleine forêt sans se paumer? Qui est capable de reconnaître une sirène d'urgence et d'agir correctement? Qui peut me dire concrètement à quoi sert la télé-réalité? Allez, petite piqûre de rappel, ça ne fera pas de mal de toute façon. Concernant les premiers secours, il existe quantité d'organismes qui pourront vous former. Des pompiers en passant par la Croix-Rouge, vous avez la possibilité de passer le PSC1, le brevet de secouriste pour les plus vieux d'entre nous. Si vous optez pour la Croix-Rouge, sachez qu'elle inclut également dans sa formation l'initiation à la réduction des risques, l'IRR, qui vise à réduire la vulnérabilité des particuliers face aux catastrophes individuelles et collectives. La formation dure 8 heures qui peuvent être découpées en journée, demi-journée, soir ou en week-end selon les sessions et elle coûte de 50 à 60 €. Autre point important, la formation est largement accessible au grand public et les enfants peuvent même la passer à partir de 10 ans. Du côté des alertes, là encore il n'y a rien de nouveau. En France, beaucoup de sirènes datent de la fin des années 40. Elles avaient pour but d'alerter la population en cas de menace d'attaque aérienne et désormais elles sont utilisées pour tout type de risque majeur. Il faut savoir qu'il existe aussi d'autres sirènes qui sont liées à un danger industriel ou à un barrage. Si vous habitez à côté de l'un ou l'autre, vous êtes censé connaître leur existence et savoir quoi faire quand ça couine. Le signal d'alerte classique émis par les sirènes, c'est un son montant et descendant composé de 3 cycles successifs séparés par un silence de 5 secondes. Dans le cas d'une rupture de barrage, le signal peut aussi être une corne de brume. La fin d'alerte est transmise par un son continu de 30 secondes et tous les premiers mercredis du mois, les sirènes sont testées. Cependant, un seul cycle est joué, donc si vous l'entendez, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. En cas d'alerte, il existe 4 réflexes de sécurité à suivre. Mettez-vous en sécurité en vous protégeant dans un bâtiment, voire en vous confinant ou en évacuant la zone de danger. Dans le cas d'une rupture de barrage, rejoignez le point le plus haut que vous connaissez. Tenez-vous informé afin de connaître le comportement adapté. Pour cela, un poste radio à pile est le meilleur moyen puisqu'il permet de capter les informations transmises par Radio France et France Bleu même si les réseaux sont coupés. Évitez de téléphoner ou d'utiliser votre téléphone qu'en cas d'urgence médicale. En effet, il est important de ne pas saturer les réseaux de communication. Une coupure faite avec une feuille de papier ne compte pas. Enfin, restez en sécurité le temps que ça passe. Si vous avez des lardons à l'école, n'allez surtout pas les chercher, ils seront en sécurité là-bas. Ne vous mettez pas bêtement en danger alors que tout est prévu. Tout cela est valable pour la très grande majorité des catastrophes, mais a priori, ce qui inquiéterait la population en ce moment, c'est surtout le cas d'une attaque nucléaire. Et quand je dis que ça les préoccupe, c'est surtout la question de l'abri qui leur met le ravioli en ébullition, plus que l'attaque en elle-même. Ce n'est pas pour rien que les médias sont en boucle là-dessus. Un abri anti-atomique, c'est une construction qui est destinée à protéger ses occupants des effets d'une explosion nucléaire ainsi que des retombées radioactives en leur permettant de survivre un certain temps pour pouvoir en sortir sans danger. On peut diviser les abris en deux types, les abris anti-retombées simples et les abris anti-retombées résistants au souffle d'une explosion proche. Si ces derniers correspondent généralement à des installations militaires et sont souvent des constructions plutôt lourdes, les premiers en revanche sont plutôt destinés aux civils et c'est d'eux que l'on parle le plus souvent. Il en existe 3 types répartis selon la durée du séjour dans l'abri. L'abri à court terme, conçu pour une durée de 1 à 7 jours qui vous protégera de l'onde de choc et des incendies provoqués par l'explosion. L'abri à moyen terme, conçu pour une durée de 1 à 6 mois qui vous protégera des effets de l'hiver nucléaire, tout du moins au début. Et enfin, l'abri à long terme, conçu pour une durée
durée de plus de 6 mois qui vous protégera des effets des éléments radioactifs jusqu'à ce que la radioactivité totale ait suffisamment baissé autour de vous. Alors tout ça, c'est bien entendu en théorie, car en pratique, c'est loin d'être aussi simple. Si pour le premier type, cela ne posera pas spécialement de problème, pour les deuxième et troisième, on ne va pas se mentir, ça ne fait clairement pas rêver. Si les abris anti-atomiques destinés aux opérations militaires et au gouvernement sont généralement conçus et équipés pour fonctionner durant plusieurs jours ou plusieurs mois en autonomie complète, ceux destinés à la population civile ne sont pas faits pour y rester autant de temps. Si le niveau local de radioactivité décroît très rapidement après l'explosion, le principal objectif d'un abri est plutôt de fournir une protection temporaire avant une éventuelle évacuation, et évacuer un abri ne veut pas dire que la radioactivité extérieure sera sans danger pour la population, mais les inconvénients à rester dans un abri plus de 24 heures peuvent surpasser les avantages initiaux. D'ailleurs, selon certaines études, il est estimé qu'une période de 2 semaines ou plus passée dans un abri a des conséquences psychologiques telles que l'irritabilité et la dépression, pouvant engendrer des comportements agressifs. En situation réelle, on peut penser que la radioactivité extérieure incite à rester dans un abri, quelles que soient les conditions à l'intérieur. Il n'en est rien. Il faut s'attendre à ce qu'un certain nombre de personnes tentent d'abandonner un abri, même en cas de désastre nucléaire, dans l'espoir de trouver un refuge offrant de meilleures conditions. Par ailleurs, l'effondrement général de la société avant et surtout après un conflit nucléaire peut entraver l'accès aux abris, voire mettre en danger ses occupants. Des études psychologiques suggèrent que la population sera moins, voire pas du tout encline à suivre les directives des autorités. Vous vous sentez, vous, de rester enfermé dans une cage à poules pendant minimum 1 mois? D'autant que les conditions sont claires. Si dehors l'environnement n'est pas suffisamment sain ou si les secours en sont encore à s'organiser, vous gagnez quelques jours de plus en confinement, à condition bien sûr d'avoir ces fameux abris à disposition, et hélas en France, sur ce sujet on est clairement aux fraises par rapport à certains pays dans le monde. Nous ne sommes pas tous égaux face à une menace nucléaire. Est-ce que pour autant il y aura une majorité d'Américains ou de Suisses sur Terre après l'apocalypse? Je ne pense pas. Sans trop rentrer dans les détails, quelques pays ont choisi de correctement s'équiper, et même si tout n'est pas parfait, on peut noter que des efforts ont été faits. Dans le haut du classement, on retrouve bien évidemment la Suisse avec un niveau de protection de 114%. Combien ? Ainsi que la Suède avec 81% et la Finlande et la Russie avec 70%. Dans la moyenne, on retrouvera la Chine, l'Inde et la Corée du Sud avec environ 50%, et plus loin, bien plus loin, il y a l'Allemagne avec un taux de 3%. La France avec un taux de protection dont je ne dirais pas que c'est un échec, mais plutôt que ça n'a pas marché, à 0,001%. Va falloir se serrer un brin. Ces chiffres sont bien entendu à prendre avec prudence, d'autant qu'ils auraient tendance à varier d'une source à l'autre. Sauf pour la France. Si en Autriche, par exemple, la couverture de protection plafonne à 30%, la plupart des abris ne sont pas équipés d'un système de ventilation. En Israël, les 2/3 de la population peuvent trouver refuge dans des abris du pays, mais il s'agit pour l'essentiel d'espaces en ciment, munis d'ouvertures et qui ne sont pas entièrement hermétiques. Pourquoi toutes ces différences? Il s'agit la plupart du temps d'héritage de la guerre froide. Et oui, encore elle. Mais avec la fin de cette dernière, la situation a radicalement changé dans de nombreux pays, sauf peut-être pour les États-Unis et encore. Si là-bas tirer sur un ouragan avec un flingue peut paraître parfaitement normal, gardez bien en tête que la plupart des choses que vous voyez sont des petits morceaux de vie dont les médias se servent pour pondre des articles à charge. Oui, c'est un pays où tout est démesuré, et oui, là-bas les survivalistes sont des barjots dont certains se préparent même en cas d'apocalypse zombie, mais il s'agit de cas bien particuliers, et pour les autres, ils sont dans l'ensemble assez récalcitrants. Coût élevé, défaitisme face à l'ennemi, futile à l'heure des bombes modernes, militarisation de la famille, moyens détournés pour rendre une guerre nucléaire acceptable, sont autant d'arguments donnés quand il ne s'agit pas de questions religieuses ou existentielles du genre « Pourquoi survivre dans un monde dévasté ?» Mais alors, sur quoi se basent les médias pour annoncer que les demandes concernant les abris anti-atomiques sont en hausse? Cette hausse est-elle vraiment réelle? Et pourquoi est-ce qu'il y aurait également une pénurie de comprimés d'iode? Parce que t'es con, voilà pourquoi. Il y a bien une hausse des demandes d'abris. Les quelques fabricants sur lesquels les médias ont pu mettre le grappin dessus sont unanimes. Depuis le début de l'invasion russe, les entreprises ont enregistré en 1 mois ce qu'ils font en général sur une année entière. Ce que craignent les gens, un accident dans une centrale nucléaire ukrainienne plus qu'un vrai bombardement en France ou une guerre mondiale, un Tchernobyl 2 en somme. Vladimir Poutine n'a pas envahi la France, cependant la guerre en Ukraine fait redouter le pire à certains Français. Concernant les comprimés d'iode, même combat, les recherches sur Google ont radicalement augmenté. Pastilles, iode accident nucléaire ou encore iode contre radioactivité sont quelques-uns des mots-clés qui ont été utilisés. Face à la menace nucléaire du conflit, certains pharmaciens ont vu affluer des clients en quête d'iode. Ils cherchent quoi? Un remède miracle? Quelques pilules et hop, on est immunisé contre le nucléaire? Une certaine Mathilde, manager de 27 ans en région parisienne, a cherché à s'en fournir. Alors, j'ai cru comprendre que si on habite dans la zone autour d'une centrale, on peut s'en procurer avec un justificatif de domicile dans la zone concernée. Je vais essayer en faisant quelques heures de voiture, mais je pense que les stocks seront vides malheureusement. Ouais.
Après, il y a aussi l'option de se rendre en Belgique en espérant qu'ils ne demandent pas une pièce d'identité, quoi. Mais si vraiment tu habites près d'une centrale, très chère Mathilde, tu as forcément dû avoir un bon pour aller en retirer et tu devrais en avoir depuis longtemps. Comme cette Mathilde, beaucoup de gens se sont rués dans les pharmacies en espérant trouver le Saint Graal sans pour autant savoir vraiment à quoi ça sert. Parce que t'es con, voilà pourquoi. Petit rappel pour Mathilde et les autres. Les comprimés d'iode doivent être administrés en situation exceptionnelle et uniquement sur instruction des autorités, au plus tôt 1 heure avant l'exposition à la radioactivité et au plus tard dans les 6 à 12 heures qui suivent, pas 6 mois avant. Le fait de les gober comme des bonbons ne vous protégera en rien, pire encore, cela pourrait flinguer votre thyroïde mais également votre cœur ou vos reins. Gardez bien à l'esprit que ces comprimés n'ont rien de magique. Ça pourra protéger votre thyroïde mais ça ne vous protégera pas contre d'autres éléments radioactifs comme le césium-134 ou 137. La seule et première protection en cas de pépin nucléaire, c'est de se mettre à l'abri dans un bâtiment en dur. Un autre truc que l'on peut voir aussi, c'est le délai avant la prise, qui peut paraître fantaisiste. Prenez un peu de recul, vous pensez vraiment qu'on peut se prendre une bombe nucléaire sur la mouille sans qu'il n'y ait aucun avertissement ou signe avant que ça tombe? Et si c'est vraiment une centrale nucléaire en Ukraine qui est touchée, vous pensez que la radioactivité va arriver chez nous en express? Non, on la verra venir et en théorie, entre-temps, le plan Orsec sera activé et les comprimés d'iode seront distribués dans les diverses pharmacies du pays. Rappelez-vous Tchernobyl, il a fallu quand même un peu de temps avant que ça arrive. L'Ukraine, ce n'est pas à côté. Ceci dit, peut-on vraiment donner tort à tous ces gens qui s'inquiètent? Peut-on tordre le cou aux rumeurs qui disent que les stocks de comprimés sont insuffisants ou que rien n'est prévu en cas de catastrophe? Les autorités se veulent pourtant rassurantes. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement de couacs ces dernières années qu'au final, la plupart des gens ne sont pas rassurés et tentent de se démerder par eux-mêmes, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Et si certaines personnes ont peur à ce point, ce n'est pas pour rien. C'est sûr, le capital confiance vis-à-vis de leur chef bien-aimé s'est bien érodé. Gloire à sa sainteté le poudré. Mais plus que ça, c'est surtout tout ce que la population peut entendre ou lire qui contribue à leur angoisse. Depuis l'invasion de l'Ukraine, les médias se déchaînent sur des sujets comme la guerre nucléaire, les abris ou les comprimés d'iode. J'ai littéralement halluciné lorsque j'ai commencé à faire des recherches pour cette vidéo. Beaucoup d'articles qui ont sensiblement le même contenu sont datés de la même période. Les médias veulent du sensationnel et ils ont été servis. Partout, il n'est question que des mêmes choses. Poutine va raser la France de la carte, notre pays n'est pas préparé, on va tous mourir. Une centrale, non, deux centrales ont été touchées par des bombardements en Ukraine. Mais fermez-la, bordel. Il y a 2 ans, la Covid était pire que la peste bubonique et maintenant, à les écouter, nous sommes au bord de la 3e guerre mondiale. Un conflit qui sera bien sûr nucléaire, sinon ça rapportera beaucoup moins de pognon. Le fait que la population s'inquiète n'est pas nouveau et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais le fait que les médias en profitent pour vendre leurs torchons me fait péter un câble. Je peux comprendre qu'il faut bien qu'ils fassent un peu d'argent, c'est normal, mais à ce point-là, non. Ceci dit, cela ne devrait pas m'étonner outre mesure car les médias ont déjà très largement sucé le thème de l'apocalypse et de la fin du monde. Durant les derniers mois de l'année 2012, la fameuse, ils tournaient tous en boucle là-dessus avec des sondages bien claqués au sol et des articles sans réel intérêt. Ils n'informent plus et c'est bien dommage. Mais ce qui est le plus grave, c'est qu'ils entretiennent la peur des gens pour pouvoir encore avoir plus de visibilité. Ce n'est pas les sujets qui manquent pourtant, il y aurait des trucs à dire sur ce conflit en Ukraine. Ils abordent le sujet toujours sous le même angle sans rappeler quelques principes fondamentaux ou des faits historiques comme l'attitude de Poutine et ses origines, le principe de la dissuasion nucléaire et tout le reste. Pire encore, ils nous sortent que le climat anxiogène et surtout le risque nucléaire poussent des familles à se préparer à se barricader dans l'éventualité où le conflit s'envenimerait et ils ajoutent que ce phénomène a déjà été observé il y a plusieurs décennies aux États-Unis où des habitants étaient persuadés que la guerre froide se terminerait en chaos radioactif en affirmant que plusieurs milliers d'entre eux auraient construit à l'époque un bunker censé résister aux événements cataclysmiques. Cette dernière partie est un mythe, un pur fake, mais ça j'y reviendrai plus longuement dans une future vidéo. Ce qui revient également souvent dans leur semblant d'article, c'est que la France serait mal préparée en cas de guerre nucléaire. À croire qu'ils viennent de débarquer avec un scoop. Eh bien, je suis désolé de venir encore une fois les contredire, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Dans un article de Science et Avenir qui date de 1980, on s'interrogeait déjà sur l'utilité d'avoir des abris anti-atomiques. L'argument invoqué par le gouvernement de l'époque était tout d'abord financier. Cela étant, si lui était contre, il n'empêchait pas les habitants d'en construire dans leur jardin. D'ailleurs, le seul constructeur qu'il y avait en proposait soit en kit pour 29 000 francs, soit
soit 14 500 € d'aujourd'hui, soit tout équipé pour la modique somme de 85 000 francs, environ 42 700 €. Attention cependant, le terrassement et le béton n'étaient pas compris dans le prix. Bref, déjà dans les années 80, on en parlait sans forcément en discuter et on débattait sans pour autant y connaître quelque chose. Il n'est pas dans la culture française de se protéger. Dans notre pays, on ne cherche pas forcément à se renseigner et on aurait tendance à faire confiance au gouvernement et à ses systèmes de secours. Est-ce un mal? Oui, je le pense. Doit-on pour autant ne plus y croire? Non. Je pense qu'un subtil mélange des deux serait un bon compromis. Mais du coup, la France est-elle si peu préparée que ça? Oui et non. En fait, elle table sur une toute autre stratégie, la dissuasion nucléaire. En France, les élites politiques et militaires ont fait le pari de la dissuasion nucléaire, qui est un pari sur la vulnérabilité. En gros, selon cette logique, il n'est plus nécessaire de protéger les populations vu que la France menace clairement de tout faire péter si elle est attaquée. La dissuasion nucléaire, c'est un pari sur l'absence d'explosion nucléaire non désirée. En résumé, si on nous attaque, les pays doivent savoir qu'ils vont prendre cher tout de suite après sans avertissement préalable. Est-ce une bonne chose? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Vouloir un abri est un acte qui doit être réfléchi et surtout c'est un choix personnel. Si vraiment vous en voulez un, c'est vous que ça regarde après tout. Mais si vous cédez aux douces sirènes des médias, alors laissez-moi vous dire qu'il serait judicieux de prendre un peu de recul. C'est le serpent qui se mord la queue. Les médias font des articles alarmistes, les fabricants d'abris se frottent les mains. Les demandes augmentent, les médias en parlent de plus belle. Les demandes sont en effet en forte hausse, mais ce qui me fait peur, c'est les arnaques et les petits profiteurs. Un abri en cas de guerre nucléaire ne changera pas grand-chose en vérité. De par la nature des armes modernes, les temps d'alerte, le fait qu'il faudrait que vous soyez constamment à proximité si vraiment ça pète, il y a plus de chances que vous trouviez refuge dans une cave ou un parking que dans votre abri. Un autre truc qui me fait tiquer, c'est le délai donné par les médias et les constructeurs. 2 à 3 mois. C'est impossible et pour des raisons évidentes. Déjà, les patrons sont débordés, donc il leur faudra du temps pour vous rencontrer. Ensuite, il vous faut un délai de réflexion auquel s'ajoutent les délais administratifs. Et oui, nous sommes en France. Et construire un abri ne se fait pas comme ça. Suivant la hauteur sous plafond et la superficie, il faut soit une déclaration préalable de travaux, soit un permis de construire. Et je ne vous parle même pas des différentes études de sol ou des banques si vous faites un prêt. Autre chose, les constructeurs sont débordés. Vous pensez vraiment qu'ils auraient les équipes à disposition, sachant qu'encore le mois dernier, ils n'avaient aucune commande en vue? Et enfin, dernier point, n'oubliez pas qu'en ce moment, il y a des pénuries de matériaux. Vous l'aurez peut-être pour Noël 2045, votre abri. Moi, je serai vous, je commencerai à creuser moi-même. Vous aurez plus de chances de le terminer avant la fin du conflit en Ukraine. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Alors oui, je suis pessimiste, pour autant je ne juge personne. J'avertis juste que faire cet investissement sous la peur n'est pas judicieux. Si rien ne se passe, vous allez faire quoi après? Et si vous vous êtes lourdement endetté, que va-t-il vous arriver? D'un point de vue personnel, j'aimerais beaucoup avoir un abri. Pas parce que j'ai peur d'une guerre nucléaire, non, mais je me dis qu'il pourrait me servir par exemple en cas de canicule, de tempête, de guerre civile ou tout simplement pour être peinard. Vouloir ce genre de construction pour en faire une cave à vin ou une bibliothèque n'est pas aussi farfelu qu'on voudrait bien le croire. Mais encore une fois, cela serait un choix purement personnel et pas parce qu'il y aurait un conflit en Europe. Mais admettons, que faire si vraiment tout part en live? Que faire avec votre abri tout beau, tout neuf? Déjà, il faut savoir que vous serez parti pour y rester de 2 à 3 semaines, voire un mois complet, le temps que les poussières se stabilisent au sol et que les secours s'organisent. Autre point, avec tous les margoulins qui vont apparaître, faites attention à la profondeur à laquelle votre abri sera enterré. Si avec un simple coup de pioche vous tapez le toit, il y a peu de chances que vous soyez protégé. De la même façon, plus vous serez près du lieu de l'explosion, plus vous devrez être enterré profond. Enfin, il va vous falloir l'équiper avec un peu de matos, cet abri. De l'eau, de la nourriture, de préférence en boîte, des produits d'hygiène, du divertissement, une radio, une trousse de premiers secours. Vous trouverez des listes un peu partout sur internet. Ne vous surchargez pas et ne vous ruinez pas pour autant. Encore une fois, prenez le temps de réfléchir. Si vous n'êtes pas à proximité de votre abri et que par malheur une explosion se produit près de chez vous, il existe quelques gestes simples pour avoir une petite chance de s'en sortir. Sachez que le temps sera votre pire ennemi. Il vous faudra donc tâcher de garder le plus possible votre calme. En premier lieu, détournez les yeux et ne regardez surtout pas la lumière. Laissez-vous tomber au sol, le visage vers le bas et les mains sous le corps pour vous protéger des débris volants ou de la chaleur étouffante qui pourrait brûler la peau. Si vous avez un foulard ou un mouchoir, couvrez-vous le nez et la bouche, mais assurez-vous de garder la bouche ouverte afin que vos tympans n'éclatent pas sous la pression. Cherchez ensuite rapidement un abri à l'intérieur et loin des fenêtres pour vous protéger des retombées nucléaires. Courez dans la direction opposée à l'explosion et cherchez des bâtiments solides pour vous y abriter. Si vous vous abritez dans un bâtiment à plusieurs étages, choisissez un emplacement
remplacement central. Si vous le pouvez, rincez-vous sous la douche et restez à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre. Attention à ne pas trop frotter votre corps avec le savon. Scellez vos vêtements dans des sacs en plastique que vous ne toucherez plus après. Et niveau nourriture, consommez uniquement des aliments provenant de contenants scellés tels que des emballages, des conserves, des bocaux, des bouteilles ou des canettes. Enfin, restez informés et à moins qu'on ne vous dise de sortir, il est préférable de rester sur place jusqu'à ce que le risque de contamination ait diminué. Toutes ces consignes n'ont pour but que de se préparer un minimum, de se rassurer. Le risque zéro n'existe pas et même si une attaque nucléaire est peu probable, il est toujours bon de connaître 2 ou 3 trucs. Le plus important, et je ne le dirai jamais assez, est de prendre du recul sur tout ça. Investir dans un abri, acheter tout un tas de merde estampillée survie sur internet ne vous servira à rien si vous ne savez pas où vous allez avec. Posez-vous des questions plus terre à terre. Avez-vous seulement une trousse de secours digne de ce nom chez vous? Êtes-vous formé au premier secours? Connaissez-vous vos limites? Seriez-vous capable de rester enfermé un mois entier? Faites déjà le test dans l'une des pièces de chez vous une journée entière, volets fermés et sans téléphone. Vous risquez d'être surpris. Ce qui se passe près de chez nous est inquiétant, c'est indéniable. Mais pour autant, c'est un peu tard pour vous équiper, vous ne croyez pas? Faites plutôt quelques réserves au cas où, voyez ce que vous pourrez améliorer chez vous, discutez avec vos proches et vous verrez que plus qu'un abri, vous serez déjà bien moins angoissé. Et enfin, le plus important, éloignez-vous à tout prix des articles qui annoncent l'apocalypse. Les médias ne sont pas vos alliés ici, ne rentrez pas dans leur jeu. Cette vidéo se termine, lâchez-vous dans les commentaires, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Êtes-vous prêts? Que pensez-vous des nombreux articles que les médias ont pondus récemment? Avez-vous peur? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!